Dans Mushoku Tensei, il y a un prince qui a tué sa femme le soir de leurs noces, sans armes, sans colère, sans même le vouloir, d'une simple étreinte. Dans le classement d'aujourd'hui, parce que oui, aujourd'hui on classe tous les couples et tous les ships de Mushoku Tensei, de 0 à 100% de chances de finir ensemble. Et pour ceux du fond, un ship, c'est un couple imaginé par les fans, qui n'existe pas officiellement dans l'histoire. On part donc des délires complets du fandom et on grimpe jusqu'aux mariages officiels du light novel, avec des révélations des derniers tomes que t'as jamais vu si t'es resté sur l'animé. Et crois-moi, cette série est une mine d'or. C'est probablement l'isekai où le plus de personnages finissent officiellement casés. Accroche-toi, on démarre tout en bas de l'échelle. Et tout en bas, à 1%, on trouve Itogami et Orsted. Oui, le dieu humain et le dieu dragon. Les deux entités qui se vouent une haine cosmique depuis la nuit des temps. Certains fans s'amusent à dire qu'ils ont l'énergie d'un vieux couple divorcé. Ils pensent l'un à l'autre en permanence. Ils construisent leurs existences entières autour de l'autre. Et aucune de leurs conversations ne se termine sans que l'un mentionne l'autre. Et franchement, vu sous cet angle, cette obsession mutuelle a quelque chose de presque poétique. Mais bon, quand l'un passe des éternités à planifier l'extermination de l'autre, on n'appelle plus ça de la tension romantique, on appelle ça une guerre. 1% et uniquement parce que l'obsession, techniquement, c'est déjà un sentiment. On kick le royaume du délire pour grimper à 5% avec Rudeus et Nanaoshi. Et sur le papier, celui-là avait tout pour marcher. Deux japonais projetés dans le même monde, les seuls capables de se parler de leur ancienne vie, de partager des références que personne d'autre sur ce continent ne peut comprendre. Et le détail qui rend ce ship encore plus vertigineux, c'est leur lien d'origine. Nanaoshi, c'est l'une des lycéens que l'ancien Rudeus a tenté de sauver du camion le jour de sa mort. Sa première vie s'est terminée en la sauvant. Sa deuxième la recroise à l'autre bout d'un monde de magie. Si ça c'est pas le destin, je sais pas ce qu'il te faut. Le problème, c'est le fond. Rudeus a choisi de vivre dans ce monde. C'est sa deuxième chance, sa revanche sur tout ce qu'il a raté. Nanaoshi, elle, ne rêve que d'une chose, le quitter et rentrer chez elle. Pour lui, ce monde est une renaissance. Pour elle, c'est une prison. Deux compatriotes, deux directions opposées. 5%. Juste après, 8% pour Orsted et Nanaoshi. Et celui-là, attention, je le défends personnellement. Orsted, c'est l'être le plus terrifiant de l'univers, frappé d'une malédiction qui pousse tout ce qui vit à le haïr au premier regard. Tout le monde le fuit, tout le monde le craint, sauf elle. Nanaoshi est immunisée, et c'est peut-être pour ça que le boss final de l'univers est étrangement doux avec elle. Il la véhicule à travers le monde, il soutient ses recherches pour rentrer chez elle, et quand elle s'effondre de maladie, c'est lui qui s'en inquiète. La seule personne au monde qui obtient de la tendresse de la part d'Orsted. Le fandom adore ce contraste, et moi aussi. Mais des sentiments confirmés? Aucun. Lui est verrouillé sur sa mission, et elle veut toujours rentrer chez elle. 8%, avec toute ma mauvaise foi. On monte à 12% avec Ariel et Sylphie, la princesse d'Azura et sa garde du corps. Et là, contrairement au précédent, l'attirance est réelle. Le light novel ne s'en cache même pas. Ariel apprécie ouvertement les jolies femmes, et Sylphie, qui a passé des années à ses côtés déguisée en garçon sous le nom de Fitz, a clairement tapé dans son œil. Ariel a même tenté sa chance, plus d'une fois, et s'est fait remballer avec la politesse d'une garde du corps professionnelle. Le hic, le cœur de Sylphie n'a jamais appartenu qu'à une seule personne, depuis l'enfance. Et crois-moi, on va beaucoup reparler de cette personne. Ariel finira sur le trône, mais pas dans ce cœur-là. Un amour à sens unique face à un cœur déjà pris. 12%. Et maintenant, comme promis, l'histoire du début. 15% pour Zanoba et Ginger. Zanoba, c'est le prince de Chiron, un Miko béni des dieux avec une force surhumaine, qu'il ne contrôle pas. Marié jeune, il a serré son épouse dans ses bras le soir des noces, et elle n'a pas survécu. Pas de haine, pas de crime, juste une force monstrueuse dans un geste de tendresse. Depuis ce drame, Zanoba a tourné le dos à l'amour pour se consacrer à sa vraie passion, les figurines, au point de consacrer sa vie entière à l'art de la poupée magique. Mais dans son ombre, il y a Ginger York, sa chevalière, loyale au point d'avoir tout sacrifié pour le suivre. Quand Zanoba a été bannie de Chiron, elle a abandonné son pays, son rang et sa carrière pour l'accompagner en exil sans une seconde d'hésitation. Le fandom lit dans cette loyauté un amour discret, et honnêtement, les signaux sont là. Sauf que tant que Zanoba préférera une statuette à un être humain, ce dossier restera bloqué. 15%. Des figurines, on passe aux bêtes sauvages. 18% pour Rinya et pour Senna. Oui, je les groupe, parce que c'est une meute. Les deux filles bêtes de l'université de magie doivent tout à Rudeus. Il les a affrontées, corrigées, dans une raclée devenue légendaire sur le campus, et depuis ce jour, elle l'appelle boss, avec un respect absolu. Elle squatte sa vie, elle gravite autour de lui en permanence, et le fandom s'amuse beaucoup de cette dynamique de chat errant adopté de force. Mais un respect de meute, c'est pas de l'amour, c'est une hiérarchie, et aucune des deux n'a jamais envoyé le moindre signal romantique sérieux. 18% pour le pack, et je suis large. On grimpe sérieusement avec la candidate que les spectateurs de l'animé ont découvert il n'y a pas longtemps. 30% pour Sarah. Pendant sa période la plus sombre, quand Rudeus errait seul dans les régions du Nord à la recherche de sa mère, Sarah, l'archère du groupe Counter Arrow, est entrée dans sa vie. Et entre eux, c'était réel. Des quêtes partagées dans la neige, des sauvetages mutuels, une complicité de terrain devenue attirance des deux côtés. Ils sont passés à ça d'un vrai couple. Et puis il y a eu l'incident, le rendez-vous qui tourne au fiasco, le malentendu, la honte,
la fuite. Je reste volontairement flou pour te laisser vivre la scène, mais retiens l'essentiel. Ce ratage a mis Rudéus face au traumatisme qu'il traînait depuis Eris. Et ce prénom-là aussi, retiens-le bien, il revient tout en haut du classement. Sarah et Rudéus se sont quittés sans rancune, mais le train est passé et il ne repassera pas. 30% pour le plus beau rendez-vous manqué de la série. Et c'est ici qu'on franchit une frontière importante, la barre des 50%. À partir de maintenant, on quitte les ships pour entrer dans le confirmé. Et je te préviens tout de suite, dans Mushoku Tensei, le confirmé, c'est du très lourd. Premier arrêt, 55%. Paul et Lilia. Alors oui, techniquement, c'est officiel. Ils ont même une fille ensemble, Aïcha. Mais ce couple est né d'une faute. Lilia était la servante de la maison Grera. Paul a craqué une fois, une seule. Et le résultat a failli faire exploser la famille. Ce qui sauve cette histoire, c'est l'épouse de Paul. On reparle d'elle très vite, qui a choisi de pardonner et d'accueillir Lilia et sa fille sous le même toit. Une faute devenue famille. Et il faut rendre justice à Lilia. Elle n'a jamais rien exigé. Elle a servi cette maison avec une dignité de fer, élevé les enfants comme les siens, et tenu la famille debout dans les pires moments. Mais soyons honnêtes, le cœur de Paul n'a jamais appartenu à Lilia, et personne ne le sait mieux qu'elle. Une relation réelle, une enfant, un foyer partagé, mais jamais le premier rôle. 55%. On monte à 70% avec le couple officiel le moins pressé de l'univers, Badigadi et Kishirika. Le roi démon immortel aux 6 bras et l'impératrice des ténèbres sont fiancés, officiellement, depuis des siècles. Le problème, Madame a été détruite pendant les grandes guerres et ressuscite tranquillement sous la forme d'une gamine qui mendie de la nourriture dans la rue. Pendant ce temps, Monsieur parcourt le monde en riant et en cherchant la bagarre. Aucun des deux ne considère visiblement le mariage comme une urgence. Quand t'es immortel, j'imagine que bientôt peut vouloir dire dans 1000 ans. Et pourtant, personne ne doute de leur attachement. Ils se retrouvent toujours, à travers les époques. Des fiançailles confirmées, un mariage aux abonnés absents, 70%. Et nous y voilà, le club des 100%. Tout ce qui suit est officiel, confirmé, scellé dans le light novel. Et si t'es resté sur l'animé, accroche-toi, parce que ça va s'enchaîner. On commence par le couple le plus improbable sur le papier, Cliff et Elina Lise. Lui, c'est le petit-fils du pape de Milice, un prêtre surdoué, arrogant et droit dans ses bottes. Elle, c'est une elfe qui traîne une malédiction terrible. Si elle reste trop longtemps sans compagnon, elle meurt, littéralement. Résultat, elle a passé des décennies à collectionner les amants pour survivre, avec la réputation qui va avec. Et le petit prêtre pieux, au courant de tout, a fait quoi? Il l'a demandé en mariage, et il a consacré ses recherches à briser sa malédiction, quitte à défier sa propre église. Et Elina Lise, l'elfe que tout le monde jugeait, a enfin trouvé quelqu'un qui la voit en entier. Ils ont même eu un fils, Clive, le couple rédemption par excellence. Ah, et petit détail que l'anime ne t'a jamais dit en face, Elina Lise est la grand-mère de Sylphie. Oui, le monde est petit. On monte en gamme émotionnelle avec le couple fondateur, Paul et Zénith, un épéiste fugueur, tête brûlée, qui a fui sa famille noble en claquant la porte. Une soigneuse de bonne famille de milice, qui a fui un avenir tout tracé. 2 fuyards qui se sont retrouvés dans la même équipe d'aventuriers, les légendaires Crocs du Loup Noir, qui se sont aimés, rangés, installés dans un petit village de Phytoa, et qui ont fondé une famille, un fils nommé Rudéus et une petite fille nommée Norn. Retiens bien ce prénom, il revient très fort dans quelques secondes. Leur histoire est la plus belle et la plus cruelle de la série. Quand la catastrophe de téléportation a dispersé la famille aux 4 coins du monde, Paul a tout abandonné pour passer des années à chercher les siens, continent par continent. Et il est mort dans le labyrinthe de Bégarit, en s'interposant pour protéger son fils. Zénith, elle, a été retrouvée dans ce même labyrinthe, mais n'est plus jamais vraiment revenue. Le couple qui a produit le héros est payé le prix fort. Panthéon, non négociable. Et maintenant, la révélation pour ceux qui n'ont vu que l'anime. Tu te souviens de Ruijerd, le guerrier superbe, le papa poule à la lance, qui escortait Rudéus et Eris à travers le continent démoniaque. L'homme qui a porté seul, pendant des siècles, la réputation maudite de son peuple. Et bien, des années plus tard, dans les derniers tomes du light novel, Ruijerd épouse Norn. Oui, la petite sœur de Rudéus. Devenue adulte, Norn est tombée amoureuse de la droiture de ce guerrier vieux de plusieurs siècles. Cet homme incapable de mentir ou de trahir. Et devine qui a dû encaisser la nouvelle en tant que grand frère et ami du marié. L'écart d'âge le plus vertigineux de la série pour l'un des couples les plus purs. Et la justice poétique est totale. L'homme qui avait tout perdu en premier finit, à la toute fin, par retrouver une famille. Le gamin dont Ruijerd protégeait la famille est devenu son beau-frère. Cette série, c'est aussi ça. Mais le vrai feu d'artifice du 100%, je te l'ai gardé pour la fin. Parce que la question que tout le monde se pose, qui finit avec Rudéus, a une réponse que seul Mushoku Tensei pouvait oser. Elle, toutes les 3. Dans ce monde, la polygamie est légale et acceptée. Et Rudéus finit officiellement marié à 3 femmes. Pas de gagnante et de perdante. 3 histoires d'amour complètes, 3 mariages, une seule maison. Alors prenons-les dans l'ordre. Première épouse, Sylphie, l'amie d'enfance aux cheveux verts que tout le monde prenait pour un garçon, y compris Rudéus, pendant une période gênante. Le petit être fragile qui l'a sauvé des brimades du village et à qui il a appris la magie. Séparés par la catastrophe, il se retrouve des années plus tard à l'université de magie sans se reconnaître. Ses cheveux, devenus blancs après avoir vidé tout son mana pendant le désastre, ont fait d'elle
Fitz, le garde du corps masqué de la princesse Ariel. Elle l'a reconnu au premier regard. Lui, il a fallu qu'on lui explique. Et pendant que Rudéus traversait la pire période de sa vie, c'est elle qui l'a ramassé, morceau par morceau, jusqu'à l'aider à surmonter le blocage qui le hantait depuis des années. Premier amour, premier mariage, première fille, Lucie, la fondation de tout ce qui suit. Deuxième épouse, Roxy. Et là, on ne parle plus d'amour, on parle de religion. Roxy, c'est la petite maîtresse aux cheveux bleus qui a littéralement sorti Rudéus de sa chambre quand il était enfant. Celle qui lui a enseigné la magie, mais surtout celle qui lui a réappris à vivre. Souviens-toi d'où il partait, un reclus terrifié à l'idée de mettre un pied dehors. C'est elle qui l'a traîné à l'extérieur. Et cette dette-là, il ne l'a jamais oubliée. Il la vénère comme une déesse. Et le running gag est devenu canon. Le roxisme est pratiquement une foi officielle dans sa maison. Reliques sacrées incluses. Je ne te dirai pas lesquelles. Il y a des enfants dans la salle. Mais derrière la blague, il y a le moment le plus important de la série. À la mort de Paul, quand Rudéus a sombré au fond du gouffre, c'est Roxy qui est descendue le chercher, dans le labyrinthe comme dans sa tête. Elle l'a sauvé enfant, elle l'a sauvé adulte. Déesse confirmée, épouse numéro 2, et une fille, Lara. Troisième épouse, Eris. L'amour d'enfance, version tempête. La gamine explosive de la maison Boréas qui le frappait plus souvent qu'elle ne lui parlait, que Rudéus a apprivoisé à coups de leçons de lecture et de calcul, et qui a fini par l'aimer plus fort que tout le monde. Leur histoire contient le pire malentendu de toute la série. Après leur première nuit ensemble, Eris disparaît en laissant un mot ambigu. Elle part s'entraîner auprès du dieu épée pour devenir assez forte pour le protéger. Lui comprend qu'elle l'a abandonné parce qu'il ne suffisait pas. Ce quiproquo a détruit 2 vies en parallèle pendant des années et envoyé Rudéus dans la spirale que Sylphie a dû réparer. Jusqu'au jour où Eris revient, au pire moment et au meilleur, épée à la main, pour se battre à ses côtés face à Orsted. Les explications ont été musclées. C'est Eris, tout se règle avec les points. Mais cette fois, les mots ont fini par être dits. L'épée de la famille, épouse numéro 3, est de très loin le caractère le plus dangereux du foyer. 3 épouses, une seule maison, des enfants partout, et un équilibre familial que personne n'aurait cru possible, avec ses jalousies et ses négociations, parce que le light novel a l'honnêteté de montrer que ça se gère. Et l'histoire va au bout de l'idée. Rudéus vivra, vieillira et s'éteindra paisiblement, entouré des siens. Pour une série qui commence par la déchéance totale d'un homme qui avait tout raté, finir en patriarche aimé dans une maison pleine, c'est la plus belle des revanches. C'est même toute la thèse de l'œuvre. Mais attends, si tu crois qu'on a terminé, il reste un dernier lien, le seul qui dépasse le 100%. Parce que la personne avec qui Rudéus a signé le contrat le plus long, le plus contraignant et le plus indestructible de sa vie, c'est Orsted, le boss final devenu patron. Rudéus a juré de le servir, lui et sa cause, non seulement jusqu'à sa propre mort, mais en engageant sa descendance sur des générations. La compagnie mercenaire qu'il fonde travaille littéralement pour le dieu dragon, et ses enfants hériteront du contrat. Sylphie, Roxy et Eris partagent sa maison. Orsted, lui, possède son avenir, sa lignée et son CDI. Aucune des 3 épouses ne peut en dire autant. Si un lien devait survivre à tout dans cette série, la bague reviendrait au dieu dragon. Score final, 100%, indétrônable. Et voilà, le classement est complet. Du petit 1% des 2 dieux qui se détestent, jusqu'à l'homme qui a épousé 3 femmes et signé sa vie à un 4e. Alors maintenant, les paris sont ouverts. Team Sylphie, Team Roxy ou Team Eris. Et surtout, laquelle méritait vraiment le titre de première épouse? Dis-moi tout en commentaire, ça va saigner. Et si tu veux continuer à creuser cet univers, j'ai une vidéo qui t'attend juste là. Allez, ciao!